Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 25 février. Il nous reste encore quelques extraits à vous présenter à l'occasion de cette émission. C'est ce qu'on regarde à l'instant. Bonsoir, M. Blais. Monsieur le maire. Monsieur Gendron, j'apprécierais si la période de questions publiques, que vous ayez au moins la délicatesse d'écouter ou de regarder le citoyen qui parle. J'apprécierais beaucoup ça. Monsieur Fontaine aussi. Ah oui, pas de problème. Ma question, Monsieur le maire, c'est combien de requêtes citoyennes sont faites au travail des différents portails de la ville? Il là, c'est une bonne question. Soit par courriel, téléphone, Facebook, etc. On a-tu une idée de ce chiffre-là? Quelqu'un qui suit ça assidûment? On ne sait pas. On ne sait pas. En fait, c'est qu'on n'a pas de système intégré. On peut vous arriver avec une réponse qui va tenir compte de tous les systèmes de gestion des requêtes qu'on a présentement. Okay. Mais la Ville s'en va vers une perspective justement de centraliser, d'avoir un point de chute pour avoir un plein suivi sur toutes les requêtes. Okay, c'est une bonne question. Justement, dans le cadre de cette réflexion-là du système intégré, on pourrait nous donner une bonne idée de... Mais c'est beaucoup quand même. Oui, il n'y a pas de problème, mais vu qu'on ne sait pas le nombre de requêtes, on ne sait certainement pas non plus le temps moyen de retour aux citoyens. Dire, bon, je vous le dirais que c'est relativement rapide. On a quelqu'un qui travaille ici à temps plein. Moi, j'en soumets aussi des requêtes, puis c'est pas rare que les citoyens ont des réponses dans la même journée. Donc, c'est relativement rapide. OK, bien, je vais vous donner un exemple. Le 10 décembre dernier, à 6h03, j'ai envoyé une requête à la Ville parce que j'ai failli passer sur un piéton à une traverse piétonnière parce que le feu était brûlé. OK? Le 10 décembre, il pleuvait à bord de bout. Il faisait noir comme chez le loup. Puis le citoyen, ça a donné qu'il était habillé en noir aussi sur le bord de la traverse piétonnière. Et je l'ai évité à la dernière minute. J'ai eu la chienne de ma vie cette fois-là. À 6h03, j'étais dans l'autobus. J'ai pris une photo du lampadaire. Je l'ai envoyé au service. À 9h14 AM, il y a une dame ou un monsieur de la Ville me dit que ça a été transféré au groupe concerné. On est le 25 février, 2 mois et demi plus tard, toujours pas corrigé. OK, bien... Non, mais c'est pas ça. Ça, c'est un exemple où est-ce que c'est une traverse piétonnière, il y a une photo, c'est au terminus d'autobus, où est-ce qu'il y a du va-et-vient le matin et le soir. Là, c'est moins problématique parce que il y a de la neige, mais ça prend 2 mois et demi et c'est toujours pas corrigé. Puis ça, c'est sans compter... Elle est à quel endroit précisément cette... Bien, c'est pas dur. Il y a 2 traverses piétonnières sur le chemin principal où est-ce que les gens vont stationner au parc incitatif. Puis il y en a juste une où est-ce que la lumière est brûlée. C'est sur le site du stationnement incitatif, là? Absolument, c'est sur le site. Puis c'est pas comme s'il y avait juste une personne qui passait là. Mais ça a donné que ce matin-là, moi, mon autobus était à 5h50, puis j'ai failli le tuer. Puis j'ai envoyé ma requête. 25 février, c'est toujours pas corrigé. La date de votre requête, c'était? Ça a été fait le 10 décembre. OK, je vais faire le suivi là-dessus. En complément, il y a une maison qui est en devenir sur le coin de Papineau et Savard. Il y a eu une demande de dérogation mineure pour faire une bigénération. Il n'y a personne qui s'est opposé. C'est excellent. Mais suite à cette dérogation-là, est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont été demandées par l'entrepreneur en question? Au coin de... Papineau-Savard. On sait-tu? Connaissance, non. OK. Du moins, comité consultatif d'urbanisation, je ne crois pas non plus. Ma question, puis là, vous voyez, là, je vous la pose avant que la dérogation vienne. Moi, je me questionne sur la dimension du dit bâtiment. Ou est-ce que celle-ci excède d'au moins environ 1 mètre en façade
sur la rue Papineau, l'ensemble des maisons qui sont sur cette rue-là, et d'environ presque 1 mètre aussi sur la marge ou l'entrée latérale sur la rue Savard, l'ensemble des maisons qui sont sur la rue Savard. Ma question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un à l'urbanisme ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autorisé une maison, il n'y a presque pas de terrain dans la cour arrière, mais ça, ils vivront avec ça, mais où est-ce que la maison est en... À quelle adresse? Est sur le point Papineau. de Papineau et Savard. Est surdimensionnée par rapport à l'ensemble des autres maisons qui sont sur les 2 versants. Je peux répondre à un certain point de la question. À ma connaissance, un dossier qui était une demande qui a été traitée, je crois, c'était à fin d'été passé. Mais à ma connaissance, tout était conforme à la réglementation municipale. Oui, ça doit être conforme à la... Y a-tu une dérogation mineure? Demande de dérogation, à ma connaissance. Mais parce que... On aurait informé. Parce qu'en tout respect, M. Savard, il y a combien de fois qu'il y a des citoyens qui demandent des dérogations mineures pour faire des changements de façade, puis on ne les accorde pas. Mais là, ici, on fait le carré, il est déjà plus grand. Merci, M. Blais. Votre temps est terminé. Désolé. C'est triste, mais je vais revenir pour la prochaine question. Merci. Allez-y, commencez, moi. C'est ça. Je voulais vous faire une proposition. Moi, j'habite sur la rue Lebel, dans Loin de l'aéroport. le secteur de l'aéroport, que vous pouvez remarquer qu'il y a des très grandes rues à le secteur de l'aéroport, des rues très larges avec des terre-pleins. Là, je vous ai mis ici juste une photo de la rue des Auniers à Longueuil, sur laquelle on trouve de part et d'autre de la rue les voies pour les voitures, mais au centre, on a une piste cyclable, puis un beau sentier pédestre. C'est toujours plein de monde à cet endroit-là. Tous les jours, le midi, c'est un endroit super agréable à vivre pour les personnes qui aiment se promener. Fait que je vais vous demander de changer les diapositives. Je m'excuse, je pensais que j'aurais pu le faire moi-même. Là, dans le fond, ça, je vous ai montré une photo de la rue Frenette qui est dans le secteur du Cégep. Ça, c'est ce qu'on peut voir présentement. Vous voyez, hein, il y a un terre-plein. Du côté gauche, il n'y a même pas d'habitation. On se trouve avec l'espèce de terrain qui est juste avant l'aéroport. Il n'y a rien de ce côté-là. C'est juste une rue super large. Fait que si on change la photo, moi, ce que j'aimerais proposer à la municipalité, c'est qu'on réduise les surfaces imperméables. Parce que, dans le fond, pourquoi qu'on a des grandes rues comme ça dans un secteur résidentiel, je ne le sais pas. Pourquoi ça a été conçu comme ça à l'époque. Mais ça m'apparaît inutile, puis ça nous coûte cher pour rien parce qu'on a des surfaces asphaltées très grandes qui servent à du stationnement, peut-être pour les personnes qui viennent travailler au cégep, mais sinon, souvent, il y a des plaintes des résidents qui n'aiment pas avoir des voitures stationnées devant chez eux. En permanence. Puis, dans le fond, c'est pour ça, pourquoi on a un stationnement comme ça dans un secteur résidentiel. Est-ce que d'autres acétates? Oui, ça continue. Moi, j'ai fait ça juste... c'est un petit peu basique, là, je ne suis pas urbaniste dans la vie, là, mais c'est juste pour vous montrer que ça serait possible d'avoir complètement un côté où on remettrait ça avec donc, enlever le terre-plein, laisser les 2 voitures du même côté, puis d'utiliser pour une voie... Sur ce côté-là, on garderait juste la rue. Ça pourrait être encore à double sens ou pas. Je laisserais le service d'urbanisme regarder pour les largeurs. Mais de l'autre côté, ça pourrait être carrément une voie. Puis on sauverait beaucoup à ce niveau-là. Si vous changez encore, dans le fond, les avantages, je pense qu'on aurait 2 fois moins d'asphaltage. Ça coûterait donc moins cher. On aurait beaucoup moins d'eau dans le réseau d'égouts pluvial. Parce que, veut pas, sur une surface comme celle-là, on n'a pas besoin de gérer de l'eau de ruissellement, elle s'infile dans le sol. On aurait un accès facilité aux infrastructures souterraines, parce que si vous mettiez les infrastructures à cet endroit-là, plutôt que sous l'asphaltage, à chaque fois que vous auriez besoin d'aller faire des travaux, vous pourriez y aller. C'est bien plus facile d'aller creuser dans de la terre que d'aller défaire de l'asphalte puis de mettre de l'asphalte. On aurait de l'économie sur les travaux d'entretien, on aurait de l'espace pour mettre de la neige, parce qu'en ce moment, dans ces rues-là, c'est terrible pour la neige. Fait que je pense que ce serait un milieu de vie attrayant, puis ça aurait des meilleures habitudes de vie pour le quartier. Fait que ça si vous continuez là, le PowerPoint, là, j'avais mis des petites... pour la neige, parce que
C'est très amateur. Ah, ça, c'est un blocage autochtone. Fait que si vous changez encore la présentation, vous allez voir pour la rue Lebel, vu qu'il y a des maisons sur les deux côtés de la rue, mais dans le fond, ça pourrait vraiment être au centre. Il y aurait une partie qui pourrait être plus large pour laisser encore peut-être du stationnement si c'est quelque chose qu'on valorise. Mais d'un autre côté, on pourrait vraiment réduire la largeur de la rue, puis ça nous donnerait un espace pour avoir une piste cyclable. Fait que ça pourrait être peut-être fait dans une deuxième étape. Dans le fond, je voulais vous proposer un projet pilote dans ce style-là. Puis comme ça ne concerne pas ma maison, je ne savais pas comment vous présenter le projet. Fait que en étape 1, ça pourrait être juste les rues où il n'y a pas des résidences sur les deux côtés. Dans ce secteur-là, il y a quand même long là, où on n'a pas de résidence sur certains côtés de la rue. Puis dans une étape 2, bien, ça pourrait être vraiment une belle boucle là, qui pourrait faire le tour du cégep et tout. Là. Je pense que ce serait vraiment un beau projet. Je pense que Saint-Jean pourrait être fier d'avoir un projet linéaire comme celui-là plutôt que d'avoir des rues larges avec des terre-pleins que je ne vois pas ce que ça nous apporte. Bien, merci beaucoup, Mme Dubois, pour la suggestion. On pourrait le soumettre à notre service des infrastructures, notre service d'urbanisme. Le comité environnement pourrait aussi proposer le comité de circulation où on veut mettre justement favoriser le transport actif. Donc, mais merci beaucoup pour le travail que vous avez effectué puis votre présentation. Bien, merci. Je ne sais pas s'il me restait du temps. Vous aviez mis votre nom 2 fois, Ouais. donc il vous reste 5 minutes. Oui, bien, ça ne sera pas long. Dans le fond, c'est juste pour parler, juste devant le cégep, il y a la rue Montcalm. C'est une intersection qui est difficile à traverser. Nous, le matin, dans ce quartier-là, l'école de quartier, c'est Bruno Choquette. Elle se trouve de l'autre côté du boulevard du Séminaire. Donc, si on veut marcher avec nos enfants pour se rendre à l'école, il faut traverser le boulevard du Séminaire. Moi, ma grande fille, maintenant rendue à 11 ans, depuis qu'elle est, même avant la maternelle, que j'ai commencé à faire des démarches avec la municipalité, je me suis adressée là, à la municipalité, pas nécessairement moi personnellement, mais mon mari, mon voisin, tu sais, avec d'autres personnes, on a demandé à la municipalité de sécuriser cette intersection-là. Puis, là, ma grande fille est rendue à 11 ans, fait que je peux vous dire que ça fait 6 ans que il ne se passe rien au niveau de la sécurisation de l'intersection. Nous, le matin, quand on traverse la rue, c'est régulier que les voitures sont très pressées, alors ils ne sont pas très patientes envers les personnes qui ont à traverser. Puis c'est sûr qu'à l'heure où on doit traverser, c'est l'heure où il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent au cégep, hein, c'est juste avant 8 heures. Fait que il y a beaucoup de trafic de voitures, il y a beaucoup de trafic au niveau des traverses de piétons. Nous, on avait fait différentes demandes. Dans le fond, la seule solution qui a été mise en place en ce moment, c'est qu'ils ont élargi les lignes qui sont les lignes blanches, là, mettons, qui faisaient 1,5 mètre, bien là, elles sont rendues à 2 mètres de large, mais on va se le dire, ça n'a pas un réel impact sur les voitures. Alors, sur le comportement des gens. Fait que, on a demandé dernièrement à la commission scolaire de faire une demande auprès de la Ville, ce qui a été accepté par le Conseil des commissaires. Mais pourquoi je viens vous en parler ce soir, c'est que là, dernièrement, le Conseil des commissaires vient d'être démis de ses fonctions, là, avec la réorganisation là, de la gouvernance des commissions scolaires, en tout cas. Fait que, puisque c'était l'intention de la commission scolaire d'aller de l'avant vers une demande auprès de la Ville, bien, j'aimerais savoir si la Ville pourrait quand même donner suite à cette demande-là. Certainement. On a un comité de circulation qui analyse justement ce genre de demande-là. Donc là, la demande, est-ce qu'elle a été formulée par écrit à la Ville ou... Bien, nous, on avait fait des démarches. On avait parlé avec un monsieur plusieurs fois et on dit, OK, on va envoyer les policiers vérifier. Mais tu sais, les policiers, ils viennent... Ils ne sont pas là pour faire la circulation tous les jours. Fait que forcément, quand ils ne sont pas là, la situation est comme d'habitude. Fait que, tu sais, oui, ça avait été évalué, mais au final, il ne s'est rien passé. C'est ça que je veux dire. Tu sais, il n'y a toujours pas de solution. C'est comme si on considère que peut-être qu'on s'inquiète pour rien, mais c'est nous qui se faisons frôler les mollets, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on s'inquiète. Parfait. On Monsieur va vérifier auprès du... Je peux se poser une question? On la croit sur parole, hein?
Michel? Mais en fait, j'aurais une question. Donc, il n'y a pas de brigadier, là, de ce que je comprends à cet endroit-là. Non, Puis, on avait demandé, mais on nous avait dit qu'il n'y a pas assez d'enfants pour avoir un brigadier. On a demandé Ah, il y pour a pas avoir assez des lumières Ouais. qu'on pourrait peser. Ouais. Tu sais, il n'y a pas assez d'enfants du niveau scolaire primaire, mais par contre, il y a des piétons beaucoup là, pour le cégep. Je veux dire, il y a du piéton là, à cette intersection-là à certains moments de la journée. C'est pas un problème la majorité du temps, mais les périodes d'achalandage, À 8 heures moins c'est quart là le qu'on matin. pense avec les petits-enfants, c'est là qu'il y a le problème. Fait qu'on avait fait plusieurs demandes, mais toutes... OK, on va faire le topo, savoir qu'est-ce qui a été recommandé par le comité de circulation, puis voir qu'est-ce qui est possible à faire pour sécuriser cette intersection. C'est tout. C'est bon? Merci. Merci beaucoup, Mme Guibard. Il nous reste... Mme Christiane Marcoux. Oui, 2 petits points, Monsieur le maire. En premier lieu, j'aimerais revenir sur le dossier de l'aéroport pour informer la population que demain, il y aura de disponible sur le site Internet de la Ville l'étude sur le climat sonore qui a été fait et également le bilan statistique des plaintes 2019. Fait que ça va être disponible demain sur le site Internet de la Ville. Et il y aura une séance d'information pour la population le 6 avril à 18h30 à l'hôtel Quality. Fait que c'était pour des points d'information, Monsieur le maire. Mon deuxième point, quand on avait rencontré le ministère des Transports en 2019, on avait parlé avec eux de la traverse qu'il y a sur la 104 au coin du chemin de Valrennes. Il y a un abribus à cet endroit-là, puis les gens sont obligés de traverser. Des fois, c'est le matin, des fois, c'est le soir, pour prendre l'autobus. On avait demandé de mettre plus d'éclairage. La réponse qu'on nous avait donnée, c'est que l'éclairage n'était pas... c'est pas ça qui occasionnait le plus d'accidents. Mais dernièrement, on a eu une bonne nouvelle, en tout cas, ça peut mener à une bonne nouvelle. On nous a dit qu'on était pour faire des comptages vis-à-vis les 2 abribus, celle qui est au coin de Ruisseau des Noyers et au coin du chemin de Valrennes, des comptages de piétons au niveau des 2 abribus afin de déterminer s'il n'y aurait pas lieu de mettre un passage piéton aux 2 endroits ou peut-être rien qu'une. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Les gens attendaient ça avec beaucoup d'impatience, puis je les comprends, parce que c'est pas évident de traverser la 104, les 4 voies, là, que ce soit le matin ou le soir, pour aller tourner chez vous. Là, c'est pas évident, c'est pas du tout sécuritaire. Monsieur Marcoux, ça va? Oui, merci, Monsieur le maire. Je vais être bref. Juste aussi, pour répondre au questionnement de M. Blais tantôt par rapport au 54 rue Papineau. Effectivement, le bâtiment est conforme à la réglementation municipale. Il y a eu des conditions. Les conditions ont été respectées. On s'entend évidemment que c'est une maison bigénération. Elle a plus d'ampleur qu'une maison régulière, là, comme superficie. Puis évidemment, cette recommandation-là a été faite le 20 février 2019. Ça fait quand même près d'un an. Pour répondre à votre questionnement, M. Blais. Deuxième point, juste en revenir rapidement sur le dossier du Festival Montgolfière, où ce que j'ai un peu... puis je vais essayer de faire comprendre aux gens rapidement, pour ceux du moins qui nous écoutent, de prendre l'interprétation d'un chèque en blanc, on a compris le principe, c'est la Ville qui assume évidemment les décisions d'un conseil administratif. Fait que toutes ces décisions-là du manque du déficit est gérée par un conseil administratif qui prennent, eux, la décision par un budget d'imposer, mettons, des nouvelles dépenses. Ce qui veut dire, c'est qu'on se fie exactement à la confiance de l'administration du conseil du Festival de Montgolfière. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est que l'interprétation de chèque en blanc, à mon idée, c'est simplement on assume la responsabilité des engagements qu'on a pris pour les 3 prochains, du moins pour l'année qui reste. Fait que c'est toute cette question-là que j'avais à faire mise au clair. Pour ce qui est évidemment l'événement des scouts, bien, encore félicitations à tous ces gens-là qui sont impliqués, les parents, les gens proches. C'est un organisme très important pour la communauté, entre autres, évidemment, pour l'implication des valeurs qu'ils remettent aux jeunes pour notre future génération. Fait qu'il ne faut pas les oublier, puis peut-être les encourager. À chaque calendrier, évidemment, il y a une possibilité d'offrir des dons qui pourraient être peut-être plus avantageux aussi pour leur organisme. Alors, c'est tout pour moi, 1 minute 50. Bon retour à la maison. Merci. Yann Landlois. Bonsoir.
Méga journée, méga soirée. Déjà tard, je vais essayer de faire ça quand même relativement rapidement. Bonne nouvelle pour la ligne nord-américaine. Très content aussi qu'on continue les pourparlers pour le junior. J'aborde avec Michel. Pour moi, la venue d'un autre aréna à Saint-Jean-sur-Richelieu est relativement très importante. Je vais faire juste un petit calcul. Faites-les, amusez-vous sur Google lorsque vous achetez une maison d'à peu près 1 million puis vous immobilisez votre maison à 1 million, ça vous coûte à peu près 4 000 par mois. Fait que si on fait un aréna de 10 millions, comme monsieur à côté vient de dire, bien, faites le calcul rapidement, ça vous fait 40 millions x 12, ça vous fait 500 000. On vient de dépenser 700 000 par année depuis au moins 2009 pour le Festival de Montgolfière sur un déficit. Donc, on aurait une aréna. Fait que, je fais une comparaison, mais il faut juste comprendre, c'est ça notre sens de responsabilité comme conseiller. Lorsqu'on lit un document de 24 pages, qu'on oublie 5.4, qui est une ligne et demie sur 24 pages, ça se peut. Quand on s'en rend compte, mais il ne faut pas voter ça à la dernière minute puis dire « Hey, tu sais quoi? Tu l'avais voté, tu l'as dit, ferme ta bouche, dis plus rien. » Moi, je suis désolé, ce soir, j'aurais aimé avoir plus d'explications parce qu'on vient d'arriver et de donner 680 000 à tous nos ensembles de 100 000 citoyens. Puis honnêtement, j'aimerais bien mieux donner peut-être de l'argent pour s'assurer peut-être au chemin des Patriotes, regarder pour nos infrastructures. Peut-être on a des problèmes d'eau, on déverse. Il y a d'autres choses à voir avec ce 700 000-là. Et je trouve que c'est irresponsable de dire « Hey, tu sais quoi, on avait voté ça, puis tu sais quoi, là, je vais fermer mes yeux. » Il faut faire attention aussi, 2013-2014, oui, c'est les plus gros déficits, mais moi, j'aimerais qu'on revoie aussi financièrement combien qu'on avait donné initialement. Cette année, c'est assez spécial. On a donné quasiment 1,6 million initialement, puis on fait un déficit de 680 000. Fait qu'à partir de là, c'est pas comme 2013 puis 2014 à ma souvenance comme conseiller, mais je suis vraiment désolé, je n'ai pas de mémoire à soir, j'aurais aimé avoir les chiffres exacts. Là. Mais on a fait, oui, dans les plus gros déficits, mais on n'avait pas donné autant d'argent initialement. Donc, c'est sûr que ça fait négatif lorsqu'on regarde au niveau financier. Il faut s'assurer de garder le festival. Il ne faut pas faire une querelle entre on travaille fort, on a les bons gens, et il faut le garder là. Mais si on joue toujours à l'autruche, bien, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un débat, comme le Carnaval de Québec dans le temps, comme bien d'autres carnavals. C'est notre argent à nous autres. Il faut juste s'assurer de le dépenser comme il faut. Fait que moi, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été présent pour tout ce moment. Madame Marilyn Charbonneau. Oui, bien, tout d'abord, je veux souligner la venue des scouts. Effectivement, comme Patricia disait, les scouts, ça peut changer des fois la vie même des enfants. Hein, ça leur donne confiance, ça les fait participer à la communauté. Moi, j'ai 2 de mes garçons qui ont fait ou qui sont dans les scouts. Puis le travail des animateurs, des parents autour de ces jeunes-là, c'est extraordinaire. Alors, ça vaut la peine de les féliciter ici, puis aussi de pouvoir présenter ce mouvement-là à l'ensemble des jeunes de la ville, si jamais ça peut leur donner le goût. Il y a vraiment des activités hyper intéressantes qui sont faites dans ce cadre-là. Dans le deuxième point, je voulais parler du pont numéro 9. En fait, il y a l'intersection du pont numéro 9 et du chemin de la Grande Ligne. Pendant les travaux du premier pont de l'île, il y a eu des stops qui ont été mis de façon temporaire. Puis, sincèrement, ça a amélioré grandement la sécurité des gens, des citoyens de l'île Sainte-Thérèse qui sont plusieurs centaines et milliers à passer par là à tous les jours, puis il y a régulièrement des accidents. On a fait des demandes au MTQ, puis on travaille avec le député Louis Lemieux sur ce dossier-là. Par contre, si on n'a pas de réponse au cours des prochaines semaines ou quelque chose de plus favorable, j'aimerais ça qu'on puisse adopter une résolution officielle au conseil municipal pour demander au ministre des Transports, finalement, de donner suite à cette demande-là qui répond à un besoin de sécurité. Troisième point, je voudrais revenir sur le Festival des Montgolfières. Effectivement, cette clause-là, elle peut être lue et interprétée, puis on le sait, puis on l'a vu souvent ici, les avis juridiques qui peuvent aller d'un bord puis de l'autre. Cette clause-là, pour moi, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Puis je veux dire, c'est pas normal qu'on ait une clause comme ça qui rouvre la porte
à un chèque en blanc. Tantôt, on nous disait que c'est un déficit qui est imposé, c'est un conseil d'administration qui prend des engagements. Puis, c'est pas nos décisions qui sont prises au conseil d'administration, en fait. Là. Nous, on doit assumer des décisions d'un conseil d'administration, puis on n'a pas beaucoup de choses à dire. Là. On le voit, là, il a fallu qu'on le vote, puis on a posé la question de l'interprétation de cette clause-là, mais il n'y a personne qui nous a dit que un déficit, on nous a dit un déficit, ça met en péril une organisation. Fait que moi, je pense que cette clause-là ne devrait pas se retrouver dans des contrats. Si on a à vouloir donner de l'argent supplémentaire pour aider un festival, ben, on devrait l'assumer comme conseiller, puis amener cette résolution-là en dehors d'un contrat qui prévoit ça. Puis, sincèrement, moi, j'ai été claire. J'aimerais ça qu'on s'assied à la table, qu'on négocie, on enlève cette clause-là, qu'on regarde le contrat, que ça soit avantageux pour la Ville. Puis, si jamais on a à revoter des trucs, mais qu'on le fasse consciemment, pas en s'appuyant sur des clauses comme 5.4. Puis, ça serait le fun que l'information, bien, on ne l'aille pas dans le Canada français, qu'on l'aille autour de la table, qu'on ait des présentations avec tous les chiffres, qu'on n'apprenne pas ça en dehors du Conseil de Ville, parce que je peux vous dire que je n'ai pas été informée, moi, par mes gens, j'ai été informée par le Canada français. Puis, pour faire du pouce sur ce que M. Dano a dit, comment on fait pour rendre ça international, le baseball, finalement, hein, pour avoir droit à une clause 5.4, bien, je vais vous parler d'une joueuse de baseball à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, cette joueuse c'est une joueuse de baseball joannaise qui va avoir bientôt 18 ans, puis sa feuille de route a fait clairement l'envie de ses cadettes. Alors, c'est Alexandre Fournier. Alexandre Fournier a joué au baseball depuis l'âge de 8 ans ici, au sein de nos infrastructures. Hein, elle bénéficie finalement du talent de nos coachs, de l'emplacement des terrains de baseball pour pouvoir se pratiquer. Elle est membre des équipes Québec depuis 2015. Elle a déjà participé à 9 championnats canadiens. Elle a été élue à 6 reprises la joueuse la plus utile de la partie dans le cadre des championnats. Elle a été élue meilleure joueuse défensive au Canada en 2018. Elle a participé au championnat panaméricain 2019. Elle est membre de l'équipe canadienne depuis 2019. Elle a été récipiendaire des prix de la Fondation Claude Raymond. Elle a été élue à 2 reprises joueuse compétitive et relève de l'année au Québec. Elle s'implique dans sa communauté en participant à des cliniques de baseball, fait qu'elle redonne hein, aux suivants, puis à la relève. Et elle s'entraîne présentement en prévision des championnats du monde de baseball féminin en septembre 2020 pour le Mexique. Alors, pour une première fois aussi, la Ligue de baseball majeure a tenu un événement de baseball féminin au Texas en invitant les 60 meilleures joueuses d'âge scolaire des États-Unis, du Canada et de Porto Rico. Puis Alexandre, elle a été invitée à participer à cet événement-là en compagnie de 7 autres Canadiennes. Je vous dis tout ça pour vous dire comment c'est important d'investir dans nos infrastructures sportives, d'investir dans nos jeunes. Puis si ça peut faire la preuve que notre baseball puis notre relève est internationale, bon, bien, votons une clause 5.4 pour soutenir tous nos jeunes à Saint-Jean-sur-Richelieu pour qu'on puisse rayonner à l'international. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous probablement la semaine prochaine. Je dis probablement la semaine prochaine puisque la prochaine séance du Conseil est prévue pour mardi, le 24 mars. Toutefois, en raison de la COVID-19, il est possible que cette assemblée se tienne en privé ou à huis clos ou probablement diffusée sur YouTube également, mais sans public, sans période de questions. Bref, tout ceci reste encore à déterminer, mais probablement qu'on sera en mesure de vous présenter quelque chose la semaine prochaine. Donc, restez à l'antenne, à l'écoute et entre-temps, si vous avez des commentaires ou des questions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.